Marie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs de l'immeuble haussmannien du quartier latin à Paris. Elle venait de surprendre Sophie, sa petite sœur, dans les bras d'Élise. Une scène intime qui confirmait les rumeurs qu'elle avait ignorées pendant des mois. Au lieu de hurler ou de pleurer, Marie choisit le silence glacial. Un silence qui préfigurait la tempête à venir, transformant instantanément leur lien fraternel en un champ de bataille invisible. Sophie, encore essoufflée par le choc, se précipita dans le couloir. Élise à ses côtés, les mains tremblantes. Marie. Attends. Laisse-moi t'expliquer, cria-t-elle. Mais sa voix se brisa contre la porte fermée. Élise posa une main apaisante sur son épaule, murmurant, elle a besoin de temps. Sophie. Ça va passer. Mais Sophie savait que ce n'était pas vrai. Marie, l'aînée protectrice, élevée dans les valeurs catholiques strictes de leur famille bourgeoise, voyait dans cette relation non pas de l'amour, mais une trahison profonde contre tout ce qu'elle tenait pour sacré. Le lendemain matin, Sophie trouva l'appartement vide. Marie avait disparu, emportant avec elle les documents importants, les titres de propriété de la maison de campagne en Provence, hérités de leurs parents décédés dans un accident de voiture 5 ans plus tôt, ainsi que les bijoux de famille et une partie substantielle des économies placées sur le compte joint. Un mot laissé sur la table de la cuisine expliquait tout en peu de mots, « Je ne peux pas vivre avec ça. Tu as choisi ton chemin. Je protège le nôtre. » Sophie s'effondra sur le sol, les larmes coulant librement. Élise, arrivée en urgence, la serra dans ses bras. Mais le mal était fait. En une nuit, Sophie avait perdu non seulement sa sœur, mais aussi une grande partie de son héritage matériel, la laissant face à un vide financier et émotionnel abyssal. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de douleur. Sophie contacta la police, mais sans preuve concrète de vol après tout. Le compte était joint et Marie avait des droits légaux sur les biens familiaux. L'affaire fut classée comme un différend familial. Parlez-en entre vous, avait dit l'inspecteur avec un haussement d'épaule. Élise, étudiante en droit à la Sorbonne, proposa d'engager un avocat. Mais Sophie refusa. C'est ma sœur. Je ne veux pas la traîner en justice. Pas encore. Au fond d'elle, elle espérait que Marie reviendrait à la raison, que l'amour fraternel l'emporterait sur les préjugés. Pourtant, les semaines passèrent sans nouvelles. Sophie, âgée de 25 ans, travaillait comme graphiste freelance dans une petite agence du Marais. Élise, 24 ans, partageait son temps entre ses études et un job de serveuse dans un café branché. Leur relation, naissante depuis 6 mois, avait été un havre de paix pour Sophie, qui avait longtemps réprimé ses sentiments par peur du jugement familial. Élise, avec son assurance tranquille et son humour piquant, l'avait aidée à s'accepter. Mais maintenant, cette bulle éclatait sous la pression extérieure. Sophie commença à recevoir des appels anonymes, des messages haineux sur les réseaux sociaux. Dégénérée, honte à la famille. Elle soupçonna Marie d'en être à l'origine, ou du moins d'avoir répandu la nouvelle parmi leurs cousins conservateurs de Lyon. La pression sociale s'intensifia, des amis d'enfance se distancèrent, prétextant des emplois du temps chargés. Au travail, des regards en coin la suivaient, et un collègue murmura un jour, « J'ai entendu des trucs sur toi. » C'est vrai? Sophie, rongée par la honte intériorisée, nia d'abord,
puis éclata en sanglots dans les toilettes. Élise fut son ancre. On va s'en sortir ensemble, lui dit-elle un soir. Alors qu'elle marchait le long de la Seine. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. Mais tu dois affronter ça. Sophie. Pas pour les autres. Pour toi. Elles décidèrent de déménager dans un petit studio à Montmartre. Loin des souvenirs du quartier latin. Sophie vendit quelques meubles pour payer le loyer, commençant ainsi une vie de précarité qu'elle n'avait jamais imaginée. Marie, de son côté, s'était réfugiée chez une tante à Marseille. Elle justifiait ses actes par une morale rigide. Sophie a choisi un mode de vie contre nature. Je protège l'héritage de nos parents. Mais la nuit, des doutes l'assaillaient. Était-ce vraiment de la protection? Ou de la haine? Elle repensait à leur enfance, au rire partagé dans le jardin de Provence, à la façon dont Sophie la regardait comme un modèle. Pourtant, l'idée de l'homosexualité la révulsait, ancrée dans les enseignements de l'Église qu'elle fréquentait assidûment. Un mois plus tard, Sophie reçut une lettre d'un notaire. Marie avait vendu la maison de Provence pour une somme modique, prétextant des dettes familiales. L'argent avait disparu dans des investissements hasardeux, ou peut-être dans des dons à des associations conservatrices. Sophie, anéantie, confronta enfin sa sœur par téléphone. Pourquoi? Marie? Pourquoi me détruire comme ça? La réponse fut froide, tu t'es détruite toi-même en choisissant ça. Le clic de la ligne coupée résonna comme un verdict final. Sophie sombra dans une dépression profonde. Élise la soutint, l'encourageant à chercher de l'aide chez un thérapeute. C'est pas ta faute, Sophie. C'est la société qui nous force à nous cacher. Ensemble, elles rejoignirent un groupe de soutien LGBT à Paris, où Sophie rencontra d'autres femmes aux histoires similaires, rejet familial, discrimination au travail. Cela l'aida à reconstruire sa confiance. Mais le prix était élevé. Elle perdit des contrats freelance quand des clients apprirent sa situation. La tension culmina lors d'une confrontation inattendue. Élise, furieuse contre Marie, l'appela directement. Vous détruisez votre sœur par ignorance. L'amour n'a pas de genre. Marie raccrocha. Mais les mots s'infiltrèrent. Pour la première fois, elle questionna ses croyances, lisant en secret des articles sur l'homosexualité. Mais le mur de ses convictions tenait bon. Sophie, quant à elle, prit une décision radicale. Elle quitta son job pour lancer sa propre agence de design, spécialisée dans les campagnes inclusives pour la communauté LGBT. Élise l'aida à monter le business plan. C'était un risque, mais aussi une affirmation de soi. Je ne me cacherai plus, déclara Sophie. Pourtant, chaque succès était teinté d'amertume, rappelant ce que Marie lui avait pris. Les mois devinrent des années. Sophie et Élise bâtirent une vie stable à Montmartre. L'agence de Sophie prospéra, attirant des clients progressistes qui appréciaient son authenticité. À 27 ans, elle se maria avec Élise lors d'une cérémonie intime au Sacré-Cœur, entourée d'amis trouvés dans la communauté. Mais l'absence de Marie planait comme une ombre. Sophie envoya une invitation, qui revint non ouverte. Marie, à Marseille, avait refait sa vie. À 30 ans, elle travaillait comme comptable dans une entreprise locale, mariée à un homme conservateur nommé Pierre. Ils eurent un enfant,
Un petit garçon prénommé Louis. Marie évitait de penser à Sophie, se convainquant que sa décision avait été juste. Pourtant, des nouvelles filtraient via des cousins, le succès de Sophie. Son mariage. Cela ravivait une jalousie sournoise. Elle a choisi le péché. Et regarde. Elle s'en sort, se disait-elle. Mais au fond, c'était de la culpabilité. Un jour, Marie reçut un diagnostic choc, cancer du sein. Stade avancé. Les médecins parlèrent de chimiothérapie coûteuse, non entièrement couverte par la sécurité sociale. Pierre, paniqué, suggéra de vendre leur appartement. Mais Marie refusa, pensant à l'avenir de Louis. En secret, elle contacta Sophie via un email anonyme, testant les eaux. Je sais que tu as réussi. As-tu oublié le passé? Sophie, lisant le message, sentit son cœur se serrer. Élise la conseilla, ne réponds pas si ça te fait mal. Mais Sophie ne pouvait ignorer. Elle répondit, Marie. C'est toi. Parle-moi. Un appel suivi. Chargé d'émotions. Marie avoua tout, la maladie. Les regrets naissants. Je n'aurais pas dû te voler cet héritage. Mais à l'époque, je pensais que c'était pour ton bien. Pour te forcer à changer. Sophie explosa, changer? Tu as détruit ma vie parraine. Tu m'as laissé sans rien. Les larmes coulèrent des deux côtés. Marie murmura, j'avais peur. Peur pour ton âme. Pour la famille. Pour la première fois. Elles parlèrent ouvertement. Sophie raconta ses luttes. La thérapie. Le rejet social. Marie écouta. Confrontée à la réalité qu'elle avait fui. Pourtant, la réconciliation n'était pas immédiate. Marie, encore ancrée dans ses croyances, demanda, es-tu heureuse avec elle? Sophie répondit fermement, oui. Plus que jamais. Élise est ma famille maintenant. Marie raccrocha. Tourmentée. Pierre, apprenant l'appel, la pressa, demande-lui de l'aide. C'est ta sœur. Mais Marie hésitait. Fierté et morale en conflit. Sophie, de son côté, débattit avec Élise. Elle m'a tout pris. Pourquoi l'aiderais-je? Élise, sage, répondit, parce que tu n'es pas comme elle. Tu vaux mieux. Sophie commença à enquêter sur les traitements de Marie, contactant des médecins à Marseille. Le coût était astronomique, 50 000 € pour une thérapie expérimentale qui pourrait la sauver. La décision pesa lourd. Sophie pensa à sa vie reconstruite, l'agence florissante. Leur appartement cosy. Des projets d'adoption. Vendre tout signifierait repartir de zéro. Élise la soutint, si tu le fais. On le fait ensemble. Mais au fond, Élise craignait que cela ne rouvre des blessures. Marie, affaiblie par les premiers traitements, affronta ses démons. Elle visita un prêtre. Qui, à sa surprise, parla de compassion, l'amour de Dieu est pour tous. Peut-être que ta sœur t'enseigne le pardon. Cela ébranla Marie. Elle appela Sophie à nouveau, je suis désolée. Pas juste pour l'argent. Pour tout. Sophie, émue, promit de réfléchir. La tension monta quand Pierre intervint.
accusant Sophie d'égoïsme dans un message virulent. Après tout ce que Marie a fait pour la famille. Sophie, furieuse, confronta Marie. Ton mari sait-il que tu m'as volé? Marie admit, il pense que c'était justifié. Cela raviva la trahison. Sophie prit une décision morale déchirante, elle vendrait des parts de son agence pour financer le traitement. Pas par obligation. Par choix, dit-elle à Élise. Mais le prix était élevé, des nuits blanches. Des disputes avec Élise sur les sacrifices. Et si elle ne change pas, demanda Élise. Sophie répondit, au moins. J'aurais essayé. Marie, recevant l'argent, pleura de gratitude et de honte. Elle commença la thérapie. Mais les effets secondaires la ravagèrent. Dans ces moments de faiblesse, elle repensait à leur enfance, regrettant ses choix. J'ai perdu ma sœur par ignorance, confia-t-elle à Pierre. Sophie, allégée financièrement, se sentit libérée émotionnellement. Mais la société autour d'elle persistait dans ses jugements, des clients conservateurs annulèrent des contrats quand ils apprirent son orientation. Paris est progressiste. Mais pas partout, nota Élise. La crise culmina lors d'une visite de Sophie à Marseille. Face à face après des années, les sœurs s'étreignirent. Marie murmura, « Merci. Je t'aime. » Malgré tout. Sophie répondit, « Malgré ? C'est ça le problème. » Elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds du passé. Pourtant, Marie luttait encore avec ses convictions. L'Église dit que, commença-t-elle. Sophie l'interrompit, l'Église n'est pas Dieu. L'amour l'est. Cela planta une graine de doute. La guérison de Marie progressa lentement. À 31 ans, elle affrontait la chimiothérapie avec une détermination farouche. Soutenue par Pierre et Louis. L'argent de Sophie couvrait les frais. Mais chaque virement rappelait à Marie sa dette morale. Elle commença une thérapie psychologique, explorant ses préjugés enracinés. J'ai grandi en pensant que l'homosexualité était un choix pervers, admit-elle à son thérapeute. Mais voir Sophie heureuse me force à questionner. Sophie, à Paris, gérait les retombées de son sacrifice. À 28 ans, son agence peinait sans les fonds investis. Élise, promue avocate, prit un second job pour aider. Leur relation, testée par le stress, se renforça. On est une équipe, disait Élise. Mais Sophie doutait, avait-elle fait le bon choix? La société française, malgré les lois progressistes comme le mariage pour tous, abritait encore des poches de conservatisme. Des manifestations anti-LGBT à Paris la rappelaient à l'ordre. Un incident accentua la tension, Louis, âgé de 3 ans, tomba malade, nécessitant des soins supplémentaires. Marie appela Sophie en panique, « Je n'ai plus rien. » Sophie, épuisée, envoya plus d'argent, vendant même leur voiture. Élise explosa, « C'est sans fin. Elle t'utilise. » Sophie défendit, « C'est ma nièce. Mon neveu. » Famille. Marie, sentant la pression, confronta ses propres amis conservateurs. Lors d'un dîner, quand un convive dénigra les déviants, elle intervint, « Ma sœur est lesbienne. Et elle m'a sauvé la vie. » Le silence choqué la fit réaliser l'hypocrisie ambiante. Pierre, influencé, commença à changer, peut-être qu'on s'est trompé. Sophie invita Marie à Paris pour Noël. La réunion fut tendue.
Louis, innocent, embrassa Sophie et Élise sans préjugés. Marie observa, émue. Vous semblez heureuse, admit-elle. Sophie répondit, nous le sommes. Mais ça n'a pas été facile. Grâce à des gens comme toi. Marie baissa les yeux, je regrette. La conversation vira au drame quand Pierre révéla accidentellement qu'il avait utilisé une partie de l'argent pour des dons à une association anti-mariage gay. Sophie, trahie à nouveau, hurla, vous n'avez pas changé. C'est pour ça que je paie. Marie pleura, je ne savais pas. Pierre s'excusa. Mais le mal était fait. Sophie rentra chez elle. Dévastée. Élise la consola, tu as fait plus qu'assez. Sophie décida de couper les ponts financiers. Mais pas émotionnels. Je l'aiderai. Mais avec des limites. Cela marqua un tournant, Sophie priorisa son bien-être. Marie, motivée par la culpabilité, rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT. Elle y apprit l'impact des rejets familiaux, suicides, dépression. J'aurais pu perdre Sophie pour de bon, réalisa-t-elle. Elle écrivit une lettre d'excuses détaillée, avouant ses erreurs. Sophie la lut avec Élise. C'est sincère, se demanda-t-elle. Elles décidèrent de donner une chance. Lors d'une visite suivante, Marie rencontra la communauté de Sophie, assistant à une Pride parade. Les couleurs, les joies la submergèrent. C'est de l'amour, pas du péché, murmura-t-elle. Pourtant, des conflits persistèrent. Marie luttait avec sa foi, consultant un prêtre progressiste. Dieu aime la diversité, lui dit-il. Marie commença à intégrer cela. Mais lentement. Sophie, meanwhile, affronta un backlash professionnel, un client majeur annula un contrat après des rumeurs sur son mode de vie. La France n'est pas si tolérante, confia-t-elle à Élise. Elles envisagèrent de déménager à Berlin. Plus ouverte. La haute tension vint quand Marie rechuta. Les médecins recommandèrent une opération coûteuse. Marie refusa d'abord, je ne peux pas demander plus. Mais Pierre insista. Marie appela Sophie, pas pour l'argent. Pour te voir. Sophie vola à Marseille. À l'hôpital, elles se réconcilièrent partiellement. Je t'aime tel que tu es, dit Marie faiblement. Sophie pleura, il a fallu ça pour que tu le dises. Le sacrifice final, Sophie vendit le reste de son agence pour payer l'opération. Élise, réticente, accepta, pour clore ce chapitre. L'opération de Marie réussit. À 32 ans, elle entra en rémission, transformée. Elle divorça de Pierre, incapable de tolérer son conservatisme persistant. Je veux élever Louis dans l'ouverture, déclara-t-elle. Elle déménagea à Paris, près de Sophie, trouvant un job modeste. Sophie, 29 ans, rebâtit sa carrière comme consultante indépendante. Élise, 28 ans, excella en droit des droits humains, défendant des cas LGBT. Leur couple, solide, adopta un enfant, une petite fille nommée Camille. Marie intégra progressivement leur vie. Elle assista à des thérapies familiales avec Sophie, déconstruisant des années de préjugés. J'ai été aveugle par peur, admit-elle. Sophie pardonna. Mais n'oublia pas, le pardon n'efface pas la douleur.
La société autour évoluait lentement. Des débats sur l'adoption gay enflammaient les médias. Marie, autrefois opposante, signa des pétitions en faveur. Pour ma sœur, disait-elle. Pourtant, des trahisons ressurgirent. Un cousin révéla que Marie avait initialement prévu de déshériter Sophie légalement. Marie avoua, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Sophie, blessée, distança temporairement, confiance brisée une fois de plus. Élise médiata, elle change. Donne-lui du temps. Sophie accepta, mais avec prudence. Le climax émotionnel vint lors d'un anniversaire familial. Marie organisa une réunion, invitant des parents éloignés. Là, elle déclara publiquement, j'ai eu tort de rejeter Sophie. L'amour est amour. Des applaudissements mixtes suivirent, mais certains partirent. Sophie, touchée, embrassa sa sœur. Cependant, la guérison n'était pas linéaire. Marie rechuta dans des doutes lors d'une crise personnelle, consultant un groupe conservateur. Sophie l'apprit et confronta, tu choisis encore la haine? Marie pleura, non. J'ai peur de l'inconnu. Elles travaillèrent dessus, avec l'aide d'un thérapeute. Sophie partagea ses propres luttes, j'ai perdu des amis. Des jobs. À cause de qui je suis. Marie réalisa l'ampleur, et je t'ai infligé ça. Des années passèrent. À 35 ans, Marie devint une alliée active, volantée dans des associations LGBT. Sophie, 32 ans, prospéra. Son histoire inspirant d'autres. Mais le prix payé par Sophie était immense, stabilité financière perdue. Stress émotionnel. Élise nota, tu as sauvé sa vie. Mais à quel coût pour la tienne? Marie, reconnaissante, remboursera petit à petit. Je te dois tout, dit-elle. Sophie réfléchit, valait-il la peine? Les liens se resserrèrent avec le temps. Sophie et Élise élevèrent Camille dans un environnement aimant, avec Marie comme tante impliquée. Louis et Camille devinrent inséparables, symbolisant la réconciliation. Marie, à 36 ans, écrivit un blog sur son parcours, du rejet à l'acceptation. Il toucha des milliers, sparquant des débats sur les familles divisées par l'homophobie. Sophie, lisant cela, sentit une fierté mitigée. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de positif, dit Élise. Pourtant, des ombres persistaient. Lors d'une manifestation, Marie fut confrontée à des extrémistes religieux, rappelant ses anciennes croyances. Elle tint bon, j'ai choisi l'amour. Sophie affronta ses propres démons, une dépression latente due au sacrifice. Élise la soutint, on a gagné notre liberté. La famille élargie se divisa, certains acceptèrent, d'autres coupèrent les ponts. Marie perdit des amis, mais gagna une sœur. Un jour, Marie offrit à Sophie un collier familial qu'elle avait gardé. C'est à toi maintenant. Sophie l'accepta, fermant un cercle. Des années plus tard, à l'hôpital, Marie, âgée, murmura à Sophie, « Merci d'avoir sauvé ma vie. » Sophie répondit, « Et toi? Tu as sauvé la mienne en changeant. » Mais était-ce suffisant? Les dommages initiaux, la trahison? La perte pouvait-il être effacée par le pardon? La question demeure, le sacrifice ultime pour quelqu'un qui vous a haï justifie-t-il les blessures infligées?
Ou est-ce une illusion de rédemption?